Donc, on va essayer de faire un exercice dans cette série d'exercices concernant les machines synchrones. On va commencer par résoudre un problème concernant les alternateurs triphasés. D'accord? On va lire tout d'abord l'énoncé, puis on passe à la solution. Donc, on a un alternateur triphasé dont la plaque signalétique porte les indications suivantes. 50 kVA, 220 380 volts, 50 Hz, 6 pôles. Donc l'alternateur, ça fait partie de ce qu'on appelle les machines synchrones. Donc une machine synchrone, on sait que c'est une machine dont le rotor qui tourne avec la même vitesse du champ magnétique tournant. Ça veut dire la vitesse du synchronisme. C'est pour cela qu'on dit que ces types de machines, ils sont synchrones. Ça veut dire qu'ils n'ont, autrement dit, qu'ils n'ont pas de glissement. Donc on ne parle pas de glissement dans ce type de machine. D'accord? Bon, l'alternateur industriel, ici, dans notre cas, c'est quoi? Il est constitué de deux parties. Donc il y a le stator et il y a le rotor. Donc le rotor ici, il est alimenté par un courant continu. D'accord? Un courant continu. Et en tournant ce rotor, en faisant tourner ce rotor, ces pôles magnétiques, ils vont balayer les bobines qui existent dans le stator. Le stator ici, c'est exactement, ça ressemble au stator d'un moteur asynchrone triphasé. La différence, elle est située au niveau du rotor. Donc le rotor ici, il est parcouru par un courant continu, qu'on appelle le courant d'excitation. Qu'est-ce qu'on fait? On fait généralement ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire un essai à vide. Qu'est-ce que ça veut dire un essai à vide? On fait tourner le rotor tout en lui injectant un courant d'excitation qu'on va faire varier. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un voltmètre au niveau du stator qui va nous donner la tension aux bornes d'une phase, d'une bobine. Donc, et on va voir ici que lorsque le courant d'excitation est nul, également la tension induite dans le stator également elle est nulle. Et on va voir que chaque fois que on ajoute ou bien on fait augmenter le courant d'excitation, on remarque également que la tension induite dans le stator également elle augmente, bien sûr selon un graphe qu'on appelle caractéristique à vide d'un alternateur. Bien sûr, on va essayer d'exploiter ce graphe-là pour résoudre les problèmes de notre exercice. Donc, on passe aux questions maintenant. La question 1, qu'est-ce qu'il dit? Calculer la vitesse de synchronisme. La vitesse de synchronisme. Donc, on a notre alternateur est à 6 pôles. Et d'après le cours, on sait que la fréquence donnée par un alternateur
est proportionnel au nombre de pôles, également à la vitesse de synchronisme, à la vitesse de rotation qu'on va appeler vitesse de synchronisme. Donc cette vitesse de synchronisme, on peut dire que c'est quoi? C'est une fréquence, la fréquence qu'on veut, ici c'est 50, sur le nombre de paires de pôles. Seulement que ici, cette vitesse, ça va être en tours par seconde. Si on veut la convertir en tours par minute, donc il suffit de dire que la vitesse de synchronisme, est égale à 60 F sur P. D'accord? Ici, on a 2P est égal à 6 pôles. Ça veut dire que P est égal à 3. P est égal à 3. Ce qui veut dire que, et on veut que notre alternateur nous donne une fréquence de 50 Hz. Donc ça veut dire que 50 fois 60, c'est 3000 sur 3. Ça va nous donner 1000 tours par minute. Ça, c'est la vitesse de synchronisme de cet alternateur. Bon, la deuxième question, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que calculer le courant nominal de cet alternateur. Donc, de la même manière qu'on a vu pour les transformateurs, également les alternateurs, ils sont caractérisés par une puissance apparente. La puissance apparente, Sn, est égale à quoi? Est égale, puisque c'est un alternateur triphasé, de la même manière, on va écrire que c'est la racine carrée de 3 UN fois IN. C'est le courant nominal. Donc la tension nominale composée fois le courant nominal de ligne, ça nous donne cette puissance nominale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a le courant nominal dans les phases satoriques est égal à quoi? Est égal à la puissance nominale sur la racine carrée de 3 fois U nominal. Pour notre cas, on nous a dit que la puissance nominale c'est 50 kW, 50 kVA, c'est une puissance apparente, sur la racine carrée de 3, sur 380, ça va nous donner un courant de 76,05 ampères. Et ça, c'est notre courant nominal pour l'alternateur étudié. On obtient le courant nominal sous la tension nominale dans une charge résistive lorsque le courant d'excitation est égal à 37 ampères. En négligeant la résistance des phases satoriques, calculer la réactance synchrone de chaque phase. D'accord? Pour résoudre cet exercice-là, ou bien cette question-là, on doit faire un petit rappel sur le principe de fonctionnement ou bien le schéma, également le schéma équivalent d'un alternateur par phase. Pour représenter un alternateur, on le représente par un modèle par phase qui est représenté par le schéma suivant. Donc pour un alternateur, il a une force
électromotrice par phase. Il a une tension aux bornes de la charge et elle est caractérisée par deux éléments essentiels, à savoir la résistance synchrone par phase et la réactance synchrone par phase. Donc, pour chaque phase, on peut représenter notre modèle de l'alternateur sous ce schéma-là. Ce schéma-là, il est géré par ce qu'on appelle la loi ou bien la relation de Benes-Shinbourg, qu'on peut écrire soit vectoriellement. On a pour l'alternateur E, la force électromotrice est égale à cette tension-là, plus cette tension-là, plus cette tension-là. Donc, c'est V plus I. Ici, il y a un courant I qui va traverser la résistance synchrone et la réactance synchrone. I fois RSI plus XSI. On peut l'écrire vectoriellement comme ça, ou bien sous forme complexe, comme ça. Donc, on l'écrit de cette manière-là. E est égal à V plus RS fois I plus J, XI fois I. D'accord? Donc, pour cet alternateur-là, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que cette réactance, plutôt résistance par phase, elle est négligeable, est égale à 0. Ça veut dire qu'on peut représenter notre alternateur seulement sous cette forme-là. On a la force électromotrice, la tension, la force électromotrice, la tension, et ici, donc bien sûr ici le courant, ici c'est XI. XI, bien sûr, on peut ajouter la forme complexe en multipliant X par J. D'accord? Puisque le courant et la réactance ne sont pas en phase. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça c'est une bobine. C'est la réactance d'une bobine, donc ils ne sont pas en phase. Bon, cette équation-là, il va être simplifié comme V plus XI, XS fois I. Donc on va avoir cette formule-là, cette forme-là, c'est puisqu'ils nous ont dit que on peut négliger la résistance interne, la résistance synchrone, pardon, la résistance synchrone par phase. D'accord? Donc, on répète, pour le calcul de réactance synchrone par phase, donc on nous dit de négliger la résistance synchrone par phase et d'utiliser un courant d'excitation de 37 ampères. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la relation de Benes-Shinbourg, ici, ça va s'écrire de cette manière-là, puisque on a négligé la suite de tension dans la résistance synchrone, qui n'existe pas ici. Donc, et puisque la charge elle est purement résistive, qu'est-ce que ça veut dire purement résistive? Ça veut dire que la tension et le courant sont en phase. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire je trace un axe de référence qui porte le courant. Et ce même axe, il va porter bien sûr également la tension, puisque la charge elle est purement résistive. Et bien sûr,
pour la chute de tension réactive concernant la réactance synchrone, ça fait un angle de 90 avec l'axe de référence. Et bien sûr, on cherche E. On cherche E. Et bien sûr, c'est simple. Ici, on écrit, on applique la loi de Pythagore. Qu'est-ce qu'elle dit? Il dit que, dans ce cas, E au carré est égal à quoi? Est égal à V au carré plus X I au carré. Xi au carré. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que X, XS, c'est XS, ça veut dire la réactance synchrone. XS, ça va être donné comme E au carré moins V au carré, le tout sous la radicale sur le courant I. On nous a dit que d'après le tableau, donc ici E, si on lit le tableau, on va voir que E, avec ce courant d'excitation, ça donne le courant d'excitation qu'on a utilisé ici, c'est 37 ampères sur la caractéristique à vide. Ça nous donne une force électromotrice de 260 volts. V, c'est 220 volts. 220 volts. Bien sûr, I, le courant nominal. Ça, ici, on a utilisé le courant nominal. Donc, le courant nominal, on l'a déjà calculé. C'est 76,05 ampères. Ce qui va nous donner une réactance synchrone par phase qui est égale à quoi? Qui est égale à 1,82 ohms. Donc la réactance synchrone par phase de cet alternateur, c'est 1,82 ohms. On passe à la question suivante. Donc 37, on a dit 37 ampères, ça nous donne une force électromotrice de 160. C'est ça, c'est ce qu'on vient d'appliquer. Maintenant, on passe à la question 4. Question 4. Le courant inducteur nécessaire pour obtenir un court-circuit, le courant ICC est égal à IN. Donc le courant inducteur nécessaire pour obtenir en court-circuit, le courant ICC est égal à IN. Donc également ici, pour les alternateurs ou bien les machines synchrones, on fait ce qu'on appelle un essai en court-circuit. Qu'est-ce que ça veut dire un essai en court-circuit? L'essai en court-circuit, pour cet alternateur, on va réécrire la loi de Benichenburg qui dit que la force électromotrice, vectoriellement, c'est la tension d'alimentation plus ici, dans notre cas, c'est seulement XS fois I. D'accord? Ça, c'est la loi ou bien la relation de Benichenburg. Bon, on essaie en court-circuit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que V est égal à 0. Comme on a chanté les sorties par phase de notre alternateur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que E, il va devenir, E est égal à seulement XS I. D'accord. Si on nous a dit que ça c'est ce qu'on appelle le courant de court-circuit ici. Le courant de court-circuit parce qu'il n'y a plus de V. Donc ICC est égal combien?
ICC, on nous a dit que on va la prendre ici, dans cet essai. C'est le courant nominal. C'est combien? C'est 76, quoi? Virgule 0,5. Donc 76,05. On va la multiplier. Donc on va dire que E dans ce cas, c'est I fois X, XS. Donc I 76 fois XS qu'on vient de calculer, c'est combien? C'est 1,82. Si on la multiplie, ça va nous donner une tension, une force électromotrice qui est égale à quoi? Qui est égale à 100, à peu près 139 volts. C'est 138,41. 138,41, mais je vais l'arrondir à 139. Donc cette valeur 139, il va correspondre à quel courant d'excitation? Il va correspondre à un courant IF. Et on dit que ici, le courant d'excitation qu'on cherche, c'est 17 ampères. Ça, c'est la réponse à cette question-là. Donc, c'est 17 ampères. Donc, on passe à la dernière question. L'alternateur, notre alternateur, il va alimenter sous la tension de 380 volts 5 moteurs de puissance 5 kW chacun, de rendement 0,85 et de facteur de puissance 0,8. Et en même temps, il va alimenter 180 lampes de 100 watts, 220 volts, bien sûr, qui vont être répartis régulièrement sur les 3 phases pour ne pas déséquilibrer l'alternateur. Ici, avec ces données-là, quel est le courant d'excitation correspondant qu'on va utiliser? Donc, quel est ce courant-là d'excitation? Le courant d'excitation. Parce que cette sortie-là, cette caractéristique, c'est c'est en fonction de quoi? En fonction de IE, le courant d'excitation. Le courant d'excitation, ça veut dire le courant qui va vers le rotor. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va bien sûr analyser les charges qu'on a. On va essayer de les faire dans un tableau. Donc, on a 5 moteurs de 5 kW. Qu'est-ce que ça veut dire 5 moteurs de 5 kW? Ça veut dire que chaque moteur, il va absorber une puissance qui est égale à quoi? Qui est égale à c'est une puissance éthyle. C'est une puissance éthyle sur le rendement. Donc chaque moteur, il va absorber une puissance éthyle sur le rendement, la puissance absorbée. Ça, c'est en watts. Si on le multiplie par 5, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 5 kW divisé par 0,85 fois 5. Ça va nous donner une puissance totale du moteur, puissance absorbée du moteur, de l'ensemble des moteurs, est égal à quoi? Est égal, ça va nous donner, si on fait le calcul, on fait 5 sur 0,85 fois 5, ça va nous donner une puissance de 29, quoi? 41 kilowatts.
Ça, c'est la puissance consommée par les 5 moteurs. Bon, ça c'est une puissance active. La puissance réactive des moteurs, la puissance réactive de ces moteurs, on a cos phi est égal à quoi? Cos phi des moteurs, c'est 0,8. D'accord? 0,8, ça donne combien? Ça donne un angle, si on fait l'angle, ça va être 36,86. On fait ça par calculatrice, par fonction inverse. Et on fait la tangente phi, tangente de cet angle-là, ça va être 0,749. 0,75. Donc, quelle est la puissance réactive des moteurs? Puissance réactive des moteurs, c'est la puissance active des moteurs fois quoi? Fois tangente phi du moteur. Ça, c'est la tangente phi du moteur. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 22. Donc, si on multiplie 29,41, on le multiplie par 0,749, ça va nous donner une puissance réactive totale du moteur qui est égale à 22,02 kV. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a fini avec l'étude des moteurs. Donc on passe maintenant aux lampes. Les lampes, qu'est-ce qu'on a? On a 180 lampes. La puissance des lampes est égale à combien? Est égale à 180 fois 100 fois 100, ça donne combien? Ça donne 18 kilowatts. Or, les lampes ici, ils ont un facteur de puissance qui est égal à 1. Ça veut dire que phi est égal à 0. Par suite, tangente phi est égal à 0. Et la puissance réactive des lampes est égale à 0. Donc, on va essayer de récolter tout ce qu'on vient de dire et on va le mettre dans un tableau. Donc, le calcul qu'on a fait, on l'a rassemblé dans ce tableau-là. Donc, ce tableau-là, qui va nous permettre, bien sûr, c'est un tableau qui va nous permettre de calculer ou bien d'appliquer la loi de Bouchereau, qui dit que dans une installation, on fait l'addition des puissances actives et on fait l'addition des puissances réactives. Donc, et on sait que les puissance réactive sur puissance active, ça donne une tangente toujours, une tangente phi. Donc on fait, si on divise 22,02 sur 47,41, ça va nous donner 46 et on va convertir, chercher l'angle, puis dire que le facteur de puissance de l'installation, le facteur total, c'est 0,9. Ici, c'est 0,9. C'est ça le but de cet exercice-là. Donc, quelle est l'utilité de ce tableau-là?
tout simplement, on va prendre la puissance totale. La puissance totale, c'est cette puissance-là. La puissance totale est égale à quoi? Est égale à la racine carrée de 3 fois la tension composée de l'installation fois le courant total fois le facteur de puissance total. D'accord? Ce qui va nous donner un courant. Donc, le courant total ici, il est égal à la puissance totale sur la racine carrée de 3 fois la tension ici, c'est 380 volts, fois cosinus phi total qu'on vient de chercher. Donc, si on fait l'application numérique, on a ici 47,41 kW sur la racine carrée de 3 sur 380 sur 0,90. Ça va nous donner un courant total ici de toute l'installation qui est égal à 80,13 ampères. Donc, on va essayer d'utiliser ce courant-là pour chercher l'autre partie l'autre partie de la question. Parce que ça, c'est seulement une partie. On n'a pas encore répondu à toute la question. Donc, comment on va faire pour notre installation? Donc, l'équation de Benichenburg, il va être ici de cette manière-là. E est égal à V plus XI. Ici, XS, bien sûr, XS, I. C'est la réactance synchrone. Le courant, on vient de calculer. La tension ici, c'est 220 volts. On ne connaît pas cette tension-là qui va, à partir de cette force électromotrice, on va chercher le courant d'excitation équivalent. Donc, tout à l'heure, on a vu que le facteur de puissance totale, c'était 0,90. Ça donne un angle à peu près de 25 degrés. 25 degrés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que pour mettre ça graphiquement, on va dire que XI fois plus V, ça donne E. Ça donne E. Donc, comment on va chercher E? Donc, E ici, on peut le faire de plusieurs manières. Là, il y a une manière qui consiste à chercher, à prendre une échelle, et dire que XI ici c'est combien? V c'est 220 volts. XI, X on l'a calculé, c'est 1,82. Le courant, on vient de le calculer. Ça va donner une tension de 145,83. Donc on peut chercher une échelle pour, par exemple, c'est pas, par exemple 20 volts pour 1 centimètre. Pour 1 centimètre. Et représenter XI, combien ça va donner en centimètres, V, combien ça va donner en centimètres. Il ne faut pas oublier de mettre ici un angle de 25 degrés entre l'horizontale et V, parce qu'ils ne sont pas en phase. D'accord?
et faire ça. Et par la suite, chercher la longueur de ceci. Ça, c'est comme utilisation de, de la représentation de Fresnel. Nous, on ne va pas faire cette méthode-là, ici. On va faire une méthode mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dire que sur deux axes, on a un axe X et un axe Y. Et on va projeter chaque vecteur ou bien chaque grandeur sur deux axes. Ici, il va nous donner EX et EY. D'accord? La même chose V. V, ça c'est le vecteur E. Le vecteur V, ça va donner également, ça va donner on va la projeter. On va avoir une composante, Vx, une composante Vy. La même chose pour xi. xi, on va avoir une composante xi dans l'axe des x et une composante xsi dans l'axe y. Donc je vais commencer par ce V. V. Vx c'est quoi? C'est V fois cosinus 25 degrés. V cosinus de 25 degrés, on a 25. Si on fait le calcul, 220 fois cosinus de 25, ça va donner 188 volts. Vy est égal combien? Est égal à V fois sinus de l'angle 25 degrés. On a 220 fois sinus de 25 degrés. Ça va nous donner, si on fait le calcul, ça va nous donner 92,4 volts. On fait la même chose pour X, seulement que pour XI, seulement pour XI, cette composante-là, elle est nulle, parce qu'elle est perpendiculaire à l'axe des X. Il reste seulement toute la valeur qu'on a calculée tout à l'heure, c'est 145, c'est XI, X fois I, 145 fois 83. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va dire que E c'est quoi? E est égal à quoi? Est égal à Vx plus XS et X dans au carré plus Vy plus XS et dans l'axe Y au carré, et ça c'est également au carré. Si on fait ça, on fait le calcul, on va voir que E ça va nous donner une valeur de combien? De 310 volts. 310 volts. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous dit de calculer le courant d'excitation. Donc, je vais revenir à la caractéristique à vide de notre alternateur et je vais chercher
quel est le courant d'excitation qui va nous donner cette force électromotrice. Donc on retient ça et on va, donc je vais effacer ça. D'accord. Donc on vient de calculer E qui est égal à 310. Donc en consultant la caractéristique à vide de l'alternateur, je vais dire que pour avoir une force électromotrice de 310, je dois exciter l'inducteur, ça veut dire le rotor, avec un courant de 48 ampères. Ça veut dire le courant d'excitation ici, c'est 48 ampères. Bon, c'est la fin de cet exercice et à bientôt.